Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à France 3 Bretagne. France 3 Bretagne qui se mobilise pour vous faire vivre au plus près la campagne électorale de ce second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Une campagne bien sûr inédite. Tous les soirs, nous vous proposons de donner la parole à ceux qui veulent recueillir vos suffrages. Et ce soir, direction Morlaix. Et nous voilà donc partis pour 40 minutes de débat consacrés à cette ville du Nord Finistère. Et tout de suite, plantons le décor et rafraîchissons-nous la mémoire. Le premier tour, c'était déjà il y a 3 mois. Catherine Obel, Antoinette Graal. Enjambé par son auguste viaduc, Morlaix a tout pour plaire. De jolies façades du XVe siècle, une rivière qui la relie à la mer et même un port de plaisance. Pourtant, sa population s'étiole. 14 559 habitants, c'est un quart de moins qu'il y a 50 ans et 28% d'entre eux ont plus de 60 ans. C'est peu dire que Morlaix souffre d'un manque de dynamisme. C'est un classique duel droite-gauche qui va se jouer au deuxième tour, mais avec une variante de taille par rapport aux 2 dernières municipales. Agnès Lebrun, qui brigue un 3e mandat, n'a pas viré en tête au premier tour. La maire d'hiver droite a obtenu 35,9% de suffrages. Son rival de gauche, Jean-Paul Vermaux, l'a devancé d'1 point à 36,9%. La 3e liste, qualifiée pour le second tour, menée par Didier Allain, s'est retirée de la course. Issue d'une alliance entre écologistes et France Insoumise, elle avait obtenu 19,6% le 15 mars dernier. Sur le papier, cela constitue une belle réserve de voix pour Jean-Paul Vermaux, qui tient là sa chance de récupérer cet ancien bastion de la gauche. Mais les reports n'ont rien d'automatique. Le candidat socialiste ayant rejeté toute tentative de rapprochement, les électeurs de cette 3e liste pourraient tout aussi bien choisir d'aller à la pêche le 28 juin. Vous l'avez compris, 2 candidats demeurent en lice pour ce second tour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Agnès Lebrun, bonsoir. Vous menez la liste Vivons Morlaix, une liste d'hiver droite. Vous êtes une ancienne des Républicains et vous briguez donc un 3e mandat. Personne n'est encarté dans ma liste, ni moi ni les autres. Face à vous, Jean-Paul Vermaux, votre liste est intitulée Morlaix Ensemble. Vous êtes socialiste et vous avez au sein de votre liste des membres du Parti communiste et de Génération également. Oui, et comme je le disais, essentiellement également des citoyens non encartés. Je précise que nous sommes tenus par le principe d'équité du temps de parole qui est décompté depuis la régie. Et nous allons tout de suite commencer avec le dessin de Loïc Schwartz, le dessinateur qui nous accompagne pendant toute cette campagne. Agnès Lebrun, ce duel face à Jean-Paul Vermaux, vous l'avez déjà connu en 2014, mais c'est la première fois que le candidat de gauche vous souffle la priorité au premier tour, 41 voix près. Oui. Là, on le voit sur ce dessin, vous allez devoir puiser dans vos réserves de voix. Alors, je ne sais pas. Il faut toujours aller puiser dans sa réserve de voix, d'une part. Et ensuite, c'est un premier tour. Tout le monde s'accorde à dire que c'est totalement inédit. Une crise sanitaire totalement inédite. Un premier tour avec ce que les gens ont vécu comme de l'abstention imposée, quel que soit leur âge. 56%, Morlaix. Voilà. Donc, non, c'est un second tour où, après un premier tour dont il n'y a pas, à mon sens, de leçons politiques à tirer, mais c'est un second tour... C'est moins confortable, quand même. Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas qui est allé voter au premier tour. Non, c'est comme ça, surtout. Hein. Donc nous sommes dans le combat, bien sûr. Vous auriez pu être 3, on l'a entendu, puisque la liste de Didier Allain a décidé de se retirer, sans fusionner avec vous, Jean-Paul Vermaux. Aucun accord n'avait été trouvé avant le premier tour. Est-ce que vous le regrettez? Surtout, est-ce que ça peut vous desservir? Ce qui est regrettable, c'est qu'effectivement, nous n'ayons pas pu nous entendre dès le premier tour, malgré des propositions de liste à parité. Et malheureusement, les discussions avaient été arrêtée. La proposition qui nous était faite dans le cadre de deuxième tour, c'était une fusion technique sans accord sur le projet ni accord de majorité. Donc il nous a semblé essentiel, à moi-même et à l'ensemble de nos colistiers, d'avoir un accord sur un projet clair à négocier et aussi un accord de majorité pour mener la ville et la redynamiser. Est-ce que ça peut vous desservir pour ce second tour? On l'a entendu, ils pourraient peut-être aller à la pêche et pas vous apporter leur voix. On ne lit pas dans le marc de café. Vous non plus. Il n'y a pas de science politique. Il faut qu'on fasse une campagne concentrée, une campagne qui effectivement puisse rassurer certes notre électorat, mais aller au-delà de notre électorat pour emporter une majorité. Alors, nous vous avions déjà réunis à la veille du premier tour et depuis, évidemment, le Covid s'est imposé dans nos vies et a bousculé ce scrutin. Mais a-t-il modifié votre vision de la ville? Agnès Lebrun, si vous êtes réélue, est-ce que vous pensez que vous dirigerez cette ville de la même façon que vous l'avez fait depuis 2 mandats?
Oui, mais avec un accélérateur profond, un accélérateur pour la politique économique, un accélérateur pour la politique sociale et un accélérateur pour la politique écologique. C'est-à-dire qu'on a très bien vu que pendant ces 2 mois de confinement, la population a exprimé vraiment le besoin d'être informée, d'être soutenue, d'être protégée. Et la politique sociale est faite pour ça. La Est-ce politique que vous aurez économique, les moyens financiers ? alors, les collectivités vont souffrir terriblement. Non seulement ils ont perdu 1 million de recettes bien avant la crise parce que les dotations ont diminué de beaucoup, mais il n'y a pas que les moyens financiers. C'est un peu comme les résultats des élections. La politique, c'est pas de l'arithmétique. Vous êtes d'accord sur ce point ? On peut évidemment faire les choses dans la proximité. Et est-ce que cette prime, Monsieur Vermeaux, cette crise donne une prime à votre adversaire en tant que maire sortant qui a dû gérer la crise? Est-ce que vous pensez que... Il faut être très clair. 35 000 maires se sont mobilisés, certains étaient réélus, d'autres pas, étaient engagés pour un second tour, et très clairement, ils ont tenu la barre. Il faut le dire. Donc, oui, ça change la donne, puisqu'on l'a vu, il y avait une période où, effectivement, le maire reprenait une stature un peu particulière dans cette période. Il fallait le faire. Donc voilà, maintenant, cette période est dépassée. Il faut revenir au débat politique de fond sur l'avenir de nos villes. Oui, ça a changé quelques priorités. Mais est-ce que pour vous, ça a changé la conception que vous aviez de la fonction de maire? Fondamentalement, pas. Il faut aussi savoir, quand on s'engage sur ce type de fonction, quand on se présente devant les électeurs pour ce suffrage, qu'on peut être face à la crise. Là, c'est une crise sanitaire inédite. Il peut y en avoir d'autres. Il y a eu les crises climatiques, confrontées aux inondations assez régulièrement à Morlaix. Il faut être prêt, quand on brigue un mandat de maire, à affronter ces moments-là. Alors examinons à présent vos programmes et surtout vos priorités. Nous vous avons demandé d'en choisir une chacun. Les voilà réunis à nouveau par Loïc Schwartz, le dessinateur. Agnès Lebrun, vous y êtes représentée, vous y êtes représentée dans les habits d'un personnel de santé. Vous avez choisi de parler de l'hôpital. C'est un dossier qui est très lié à l'actualité. Il n'en avait pas du tout été question lors du premier débat. Pourquoi ça s'est imposé naturellement pour vous ? Alors évidemment, la rénovation du centre-ville fait aussi partie des priorités, mais c'est toujours difficile de choisir un thème. C'est au-delà de l'hôpital, c'est la politique sanitaire, la politique de santé. On l'a vécu, on savait que nous connaissons la désertification médicale, peut-être plus dans les villes intermédiaires d'ailleurs que dans les communes rurales, qui connaissent là aussi bien sûr, mais d'une certaine façon qui sont relativement aidées. Et nous avons un centre hospitalier qui dessert un bassin de 110-115 000 habitants, qui est, alors, version basse, coincée entre Saint-Brieuc et Brest, version haute, qui est indispensable sur ce territoire. Et donc, nous militons d'ailleurs à l'Association des maires de France pour que les ARS soient départementalisées. Vous êtes vice-présidente de cette association. Pour que, mais tous les maires le font aussi, pour que les ARS soient peut-être départementalisées pour être plus proches. Les agences régionales de santé. Les agences régionales de santé, et aussi et surtout pour que justement les élus locaux aient davantage de prérogatives. C'est-à-dire que les élus locaux sont devenus des présidents de conseils de surveillance, mais qui ne sont pas les présidents des conseils d'administration qu'ils étaient auparavant. Exactement. Vous n'avez plus les mêmes moyens financiers. Nous n'avons plus, non seulement on n'a plus les moyens financiers, mais même sur les orientations stratégiques, évidemment, nous sommes beaucoup moins en responsabilité. Et cette politique de santé, elle est tout à fait essentielle parce que c'est une demande de la population qui est vieillissante. Mais je voyais votre petit film, elle n'est pas vieillissante seulement à Morlaix. Elle est vieillissante partout, elle est vieillissante dans le Finistère et elle est donc vieillissante à Morlaix. Vous avez été tous les deux présents à la manifestation qui a été organisée mardi pour la défense des personnels de santé. Ils étaient à peu près 450 qui ont manifesté à la fois devant l'hôpital et devant la mairie. Dénoncent 4 ou 5 ans de perte d'activité, de perte de lits, de postes. Le président, en tant que maire et futur président d'un conseil de surveillance, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple ? Bon, le constat, il est clair. C'est vrai qu'il y a une différence entre les conseils de surveillance et les anciens conseils d'administration. Toutefois, la parole de l'élu existe au conseil de surveillance. Vous y êtes, vous, actuellement, en tant que conseiller départemental. Non, pas en tant que conseiller départemental, en tant que représentant de Morlaix Communauté. Voilà, et on peut y faire valoir une parole politique qui, certes, là, il faut le dire, n'a que peu de valeur, puisqu'elle ne sert qu'à enregistrer une expression. Mais en tout cas, elle peut être présente, notamment auprès des personnels. L'hôpital a perdu 150 postes ces dernières années.
Il repartait pour un projet qui, effectivement, en plus, allait valider la perte de nouveaux postes, notamment dans le personnel paramédical. Alors, il y a certes une pénurie de personnel médical, mais aussi on peut préserver le personnel paramédical en ne votant pas un directeur les projets. Qui est là par intérim. Oui, alors juste pour répondre, parce que indirectement, il y a une petite balle dans mon camp, puisque j'ai en effet voté le budget, et je l'assume, et je n'ai pas voté le budget pour faire des économies, j'ai voté le budget pour la réduction des déficits. Ce n'est pas du tout pareil. L'hôpital de Morlaix a, au détriment du savoir-être et du bien-être professionnel des personnels de santé, était à un déficit qui est inférieur à beaucoup d'autres. Mais je voudrais juste vous dire, Monsieur Vermeaux, avec tout le respect que je dois au candidat que vous êtes et à l'élu que vous êtes, que sur les 10 conseils de surveillance qui ont précédé la réouverture du service de cardiologie après son interruption, vous aviez été absent 7 fois sur 10. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et sur les dossiers... On a déjà eu cet échange. Vous connaissez ma réponse. Quand on représente une collectivité quelle qu'elle soit, on se doit d'être présent pour pouvoir ensuite parler des dossiers et accessoirement pour pouvoir les connaître. Donc l'hôpital de Morlaix a connu des turbulences et en connaîtra encore, comme tous les hôpitaux. Il va retrouver son centre de cardiologie. Voilà. Et alors le service a réouvert parce que le professeur Mansourati, qui est le chef du pôle cardio et du pôle surtout interétablissement dans le groupement hospitalier de territoire, qui est un formidable outil si on est très très actif, eh bien, a pu faire en sorte qu'on s'inscrit progressivement dans la réouverture de tous les lits qui aujourd'hui ne sont pas rouverts. Vous espérez les soins intensifs d'ici 2 ans, c'est ce que... Exactement. Donc c'est une bonne nouvelle et ça veut dire surtout que le centre hospitalier du Pays de Morlaix a un rôle indispensable en termes de desserte sanitaire et de desserte de santé pour la population et qu'il n'est évidemment aucunement question qu'un jour il disparaisse et nous serons tous là pour le coup en front commun, je pense, pour le défendre. Vous avez des points communs. Répondre rapidement quand même sur ce sujet. On avait eu cette petite polémique qui avait été réglée par le voie de presse, puisqu'il y en avait eu 5 ou 6 d'ailleurs qui avaient été déplacés de votre fait. Et dans la gestion des GELU, on pourra vérifier dans les articles du Télégramme. Sur la cardiologie, effectivement, il faut se féliciter de sa réouverture. Ne revenons pas sur l'épisode de sa fermeture et les diverses polémiques qu'il y a eu autour. Moi, je dis simplement 150 personnels de moins sur l'hôpital. Ça méritait qu'on ne valide pas ni le projet d'établissement qui, en termes de budget, validait encore la perte de personnel paramédical. C'est dommage, c'est un fait également. Et autant les représentants du Léon, et notamment qui ne sont pas de ma sensibilité politique, Nicolas Floch, a avec nous s'est abstenu sur ce budget parce qu'il y avait des éléments extrêmement intéressants, mais la baisse du personnel, écoutez-moi, vous êtes la seule à l'avoir validé dans les élus qui étaient présents ce jour-là au conseil de surveillance. Vous étiez 2, effectivement. C'est faux. Vous étiez 2. Et ensuite, il faudrait discuter de façon plus approfondie sur les conséquences que cela peut avoir de voter ou pas un budget, puisque nous avons pu aussi dégager des moyens, notamment pour la rénovation immobilière. Donc, je pense qu'on peut dire que le sujet est clos, parce que sinon, ça pourrait déraper d'abord, et ce serait dommage. Je pense que le sujet n'est pas clos, qui va se poursuivre dans les années qui viennent. Le sujet n'est pas clos, est clos aujourd'hui, mais tant pour la préservation de l'emploi que pour la préservation de notre hôpital, cette question du budget de l'hôpital, elle va être prégnante dans les années à venir. Vous l'avez rappelé, le futur ou la future maire de Morlaix est président du conseil de surveillance, et je crois qu'il y a là une parole politique importante à parler. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette thématique qui me semble absolument essentielle. On poursuit avec votre thème à vous, qui est le thème de l'habitat en centre-ville que vous avez choisi. On revoit probablement le dessin, on vous voit en bâtisseur. Pourquoi ce thème ? Ces dernières années, depuis 2008, je crois que c'est encore plus de 1000 personnes. 1000 habitants qui ont quitté Morlaix. Et sur le périmètre de la ville, c'est 1400 logements vides sur les dernières données, donc un peu plus de 500 sur le périmètre du centre-ville. Concrètement, on voit là qu'il y a un enjeu à réinvestir. Et nous portons la volonté de créer un outil d'investissement public, communal et je l'espère bientôt intercommunal, pour directement réinvestir dans l'habitat. Je crois qu'il y a une demande Ça veut pour dire revenir acheter habiter en ville. Ah oui, racheter, rénover avec une société publique. Il y en a différentes sortes.
Libéral quand ça vous arrange, collectiviste quand ça vous dérange. Société d'économie mixte. On choisira exactement le bon statut qu'il nous faut. Mais effectivement, avec une capitalisation d'argent public, qui viendra notamment de l'abandon du projet du funiculaire, nous pourrons capitaliser cette société. Nous pourrons capitaliser cette société pour directement investir tant dans les logements des immeubles que dans les commerces. Il nous faut aussi rétablir une possibilité d'installation à des coûts maîtrisés pour les porteurs de projets. Comme ça, on aura un effet sur la population. Il y a une demande d'une population qui a envie de revenir en ville et bénéficier des services de la ville. Je vais en dire 2 mots. Et en plus, une volonté d'avoir un commerce local. Je crois que la crise, elle a démontré aussi cette volonté de revenir sur du local et d'avoir un centre-ville qui soit animé avec des habitants, parce que les habitants d'un centre-ville sont les premiers clients, et avoir aussi des commerces et une offre commerciale qui puisse s'étoffer et réattirer de la population. Agnès Lebrun, je vous laisse répondre. Oui, enfin commenter en tout cas, parce que c'est une vision intéressante, mais c'est une vision candide. C'est une vision extrêmement candide et assez peu au fait d'ailleurs de ce qui se passe déjà. Dans l'intercommunalité, nous traitons l'habitat, nous traitons la rénovation de l'habitat. Et d'ailleurs, vous êtes vous-même président de Finistère Habitat. Je n'ai pas remarqué que vous ayez rénové beaucoup en centre-ville, alors même que maintenant vous prétendez le faire partout. D'autre part, lorsqu'on veut, effectivement, sur le papier, c'est très très alléchant. On va racheter les commerces, on va racheter les immeubles. Vous allez chercher où les habitants? Vous allez chercher... C'est pas réaliste? Non, c'est absolument pas réaliste. Comment convaincre les propriétaires de vendre? Nous savons par exemple qu'à Morlaix, il y a un groupe de propriétaires qui possèdent beaucoup de... Comment les convaincre de vendre? Comment les convaincre de baisser les loyers? Comment convaincre les commerçants d'occuper ou de ne pas occuper? Moi, je voudrais juste dire que c'est une vision un peu qui est le reflet de ce petit film que l'on voyait. Quand j'entends, c'est peu de dire que la ville a perdu de son dynamisme, mais détrompez-vous. Cette ville a retrouvé beaucoup de dynamisme depuis quelques années, mais rien ne se fait en un jour. Et notamment en matière d'investisseurs. Je vais donner des exemples concrets, Rapidement, parce qu'après je vais vous rendre la parole. Oui, mais je vais quand même répondre. Je vais donner des exemples concrets que les Morlaisiens suivront très bien. Nous avions depuis plusieurs années un bâtiment comme la Boissellerie, un bâtiment comme le grand bâtiment qui fait le coin de la rue de Brest. Tous ces bâtiments étaient vides, vacants et non achetés. Des investisseurs s'y sont intéressés et installent les choses. Les commerces reviennent. Dans la Grande Rue que vous connaissez bien et moi aussi, pour y voir malheureusement beaucoup de vitrines vides. Nous avons en peu de temps 3 vitrines qui se sont réoccupées. Donc le mouvement, il est là et les habitants reviennent. Les transactions immobilières ont explosé. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au premier débat. Exactement. Donc nous sommes exactement sur les mêmes positions. Vous avez posé aussi une question à M. Vermont. Comment vous faites pour acheter? Je comprends. Enfin, pour convaincre les propriétaires. C'est de la vraie vie. Hein. On n'est pas à SimCity. C'est-à-dire que mais non. C'est-à-dire que croyez-vous que ce soit aussi simple que ça quand on a... Alors, est-ce que c'est simple, M. Vermont? On va laisser répondre, Mme Lebrun. Vous savez, j'ai demandé à avoir la délégation à l'habitat au conseil départemental. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, avec cette délégation, j'ai la présidence de Finistère Habitat. Et vous avez dénoncé le désengagement de l'État. Fini la réhabilitation de Port-Sarbaillet, qui est sur le coup sur la fin de réhabilitation route de Calac, de son coup, qui a fini la réhabilitation des marronniers dans l'immédiate proximité du centre-ville, et qui, dès 2021, investira la Boissière. C'est la fonction du bailleur. Tout à fait, oui. On est content qu'il le fasse, mais ce serait dommage qu'il ne le fasse pas. Et sur la question du centre-ville, quand je vous avais interpellé en conseil municipal sur une question qui s'appelait plan de reconquête de l'habitat du centre-ville, je m'étais mise à disposition pour faire un tour de table et voir comment nous pourrions attaquer spécifiquement des sujets du centre-ville. Vous venez de dire que c'est avec l'intercommunalité, puisque la fonction habitat, la responsabilité habitat... J'attends toujours l'invitation. La compétence habitat, c'est une compétence intercommunale. Vous ne pouvez pas être d'un côté communal et de l'autre intercommunal quand ça vous arrange. Moi, je veux bien tout entendre. On a réussi à acheter sur le plateau Gare. Oui. J'ai accompagné un certain nombre de villes moyennes, de petites villes dans des opérations d'achat. Oui, quelquefois c'est complexe, mais il faut aussi derrière les outils politiques une volonté
politique également. Il y a des simplifications, notamment dans la possibilité d'aliéner. Vous le savez notamment, et c'est un apport de l'action Cœur de Ville. Donc j'entends, mais ce qui serait possible ailleurs, que nous avons accompagné sur le département, serait impossible à Morlaix. Donc vous avez essayé de le faire et pourquoi donc à Morlaix. À Guerre-Lesquin, encore dernièrement, sur la réhabilitation d'un immeuble de centre-ville. Je suis surprise d'entendre ces propos. Je vous laisse répondre et on conclut. Je suis surprise d'entendre ces propos, compte tenu du fait que la compétence, donc la responsabilité habitat, est une responsabilité intercommunale, comme vous savez. Oui, que tout à fait. Nous avons une élue qui l'a en charge. On va parler de l'intercommunalité et que après. nous nous sommes battus Très rapidement. beaucoup, par exemple, et pas vous, pour que les aides aux ascenseurs, les aides à l'installation des ascenseurs, parce qu'on a un habitat qui évidemment est vieillissant d'une part, et surtout un patrimoine bâti ancien, avec donc une inaccessibilité des étages. Et donc, nous avons une élue en particulier, qui n'est pas vous, qui s'est battue pour obtenir des aides à l'installation des ascenseurs pour les propriétaires privés. Ça, c'est concret. C'est financé. Vous voyez, c'est pas des idées, c'est pas, on n'allume pas les réverbères, on fait les choses, on les organise. Vous connaissez à on me les connaître. organise. Vous savez que quand j'ai lancé cette idée il y a plus d'1 an, évidemment, j'en ai déjà discuté avec Morlaix Communauté à l'heure actuelle. Bien évidemment, des choses c'est qui un vont être sujet qui avancera au niveau de la communauté. C'est un sujet, notamment cet outil d'achat public et de rénovation publique qui intéresse au-delà de Morlaix sur le territoire de notre communauté. Voilà, donc vous absorbez Morlaix dans l'intercommunalité. Alors ça, on va en parler, justement. Je vous interromps. Absorber Morlaix dans l'intercommunalité. Voilà. Nous remettons Morlaix au cœur de son intercommunalité. On va en parler tout de suite de l'intercommunalité. Et pour son intercommunalité. Alors, on va en parler dans un instant. Le reste du programme, un peu en flash. Pour ou contre, vous allez répondre un petit peu rapidement. Je vous propose de commencer par une image. Le château de Suissino à Ploujean, sur la commune de Morlaix, un édifice historique du XVIIe siècle. C'est la région qui en est propriétaire et qui a annoncé le 11 mai qu'elle le mettait en vente, mise à prix 200 000 €. Qu'est-ce qu'on fait? On l'achète, Monsieur Vermeau? Vous l'achetez? Pourquoi faire? Rapidement. Avec un projet qui, en termes de fonctionnement, soit équilibré et n'épuise pas les finances de la ville. Vous l'achetez? Pour, parce que ça fait partie du patrimoine ploujanais et morlaisien. Pour, parce que c'est évidemment un outil très intéressant. Mais j'observe qu'il avait été, que la région aurait pu aussi en faire quelque chose, que l'intercommunalité aurait pu en faire quelque chose, et que finalement, personne n'en a rien fait. Et maintenant, la région le vend. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de projet. On a perdu beaucoup de temps. Et que la ville aurait pu en faire quelque chose. La ville, c'était pas de mon époque. Justement, c'était Monsieur Le Goff ou Madame Lebranchu, peut-être même. Non. Donc, vous n'avez pas été contacté en 2017 sur le projet d'une éventuelle vente du château de Suissino? Monsieur Vermeau, le château avait trouvé un acquéreur. Avec la région. Voilà. Ensuite, autre thème, la défense de Hop Morlaix. Le plan de redressement du groupe Air France KLM pourrait avoir des conséquences sur la survie de la compagnie aérienne Hop, basée à Morlaix. Je rappelle, Hop, ce sont 276 salariés à Morlaix, 75 emplois perdus en 2015. Faut-il défendre à tout prix cette entreprise? Oui. Vous avez signé tous les deux un document commun. Vous pouvez vous mettre d'accord. Alors, on est d'accord sur beaucoup de choses. Non, mais en plus, en partageant une analyse sur le format d'avion qui est adapté écologiquement parlant, et en plus avec Morlaix qui est adapté à la situation. Sociologiquement, professionnellement. Et en plus, avec les compétences qui sont présentes sur le site. Le prix du travail est moins cher à Morlaix qu'ailleurs. Et évidemment, l'expertise, elle est là. Et tant que les compagnies low cost continueront à faire des vols interrégionaux, je ne vois pas pourquoi Hop devrait en être privé. Non, et que, effectivement, vous l'avez rappelé, on sait s'unir sur des sujets qui sont extrêmement importants. Mais pas sur celui qui suit, le Grand Morlaix. Vous en parliez il y a un instant, donc c'est un serpent de mer. La fusion de Morlaix avec ses voisins de Plourin-les-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs pour un Grand Morlaix. Alors, qui commence? Je vous en prie, c'est un projet très ancien, mais que ça n'a toujours pas vu le jour. Résolument pour. Donc, toutes les villes autour de Morlaix, par ailleurs, sont en tout cas, de gauche. Les quartiers attachés à Morlaix, Plourin, le bourg de Plourin, c'est une autre question, mais Saint-Martin, évidemment pour peser, certes, sur notre territoire, mais pour peser en Bretagne, être attractif au-delà de nos frontières. Pour évidemment, et ça n'a rien à voir. Mais ça n'a pas été fait pendant les 2 précédents mandats. C'est pas ça. C'est que ça aurait pu aboutir dans un lointain passé où tout le monde était de gauche aussi, et ça n'a pas abouti. Comme quoi, c'est pas une question de couleur politique, mais je pense en revanche qu'il ne faut pas que ça se fasse par injonction. Il faut que ça se fasse par concertation. Et mariage consenti, mariage réussi, mariage imposé, mariage raté. Donc, on peut commencer par élargir déjà le périmètre avec des communes qui y trouveront un intérêt, notamment en mutualisant des compétences. Mais la mutualisation des compétences, c'est tout aussi important que la fusion des communes, surtout quand elle est imposée. Et ça commence en mutualisant ces projets également.
Bon, alors décidément, vous avez beaucoup de points communs. Alors, il y en a un où je pense que vous ne l'êtes pas, sur la liaison Ville-Haute-Ville-Basse. Je perds mon oreillette. Ville-Haute-Ville-Basse, est-ce qu'il faut ressusciter le projet qui prévoyait de relier le centre-ville à la gare par un tunnel ? C'était un projet dans les années 30 avec un ascenseur oblique. Le tunnel existe toujours. Quelle est votre position, Monsieur Vermeaux ? Contre. Il n'est pas financé à l'heure actuelle. Il y a d'autres moyens bien moins chers. Nous avons mis dans le projet municipal les navettes électriques gratuites pour relier la gare également, mais pour relier les autres quartiers de Morlaix. Et au coût auquel il est affiché, puisque les études qui ont été menées en concertation avec Morlaix Communauté l'annoncent à 8 millions, je crois qu'il y a d'autres priorités avant cette liaison. Alors, non seulement je suis pour, mais c'est déjà commencé. Donc, moi, je veux bien qu'on dise qu'on est contre, mais... Oui, c'est déjà financé. Non seulement, oui, parfaitement, oui. C'est déjà financé. Non seulement c'est engagé, non seulement c'est une liaison décarbonée, on oublie toujours de le dire, non seulement c'est une liaison donc écologique et respectueuse du développement durable, non seulement elle fait l'objet d'une très grande attention parce que les investisseurs privés qui ont signé pour la gare sont venus sous condition que ce funiculaire, enfin que cet ascenseur oblique très exactement aboutisse et donc on leur a donné des preuves que ça allait aboutir. Non seulement ça n'est pas du tout le montant que vous annoncez, puisque l'étude qui a été faite par effectivement Morlaix Communauté... Attendez, je vais juste terminer avant que vous sortiez vos petites feuilles. L'étude d'Égiste effectivement annonçait ce prix, mais il se trouve que dans l'action Cœur de Ville, c'est-à-dire c'est un programme ministère de Cohésion des Territoires, c'est quand même du sérieux. Il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a confié à Transamo, puisque ça a été ce cabinet qui a été retenu pour faire l'étude, et on n'arrive pas du tout à 8 millions, Monsieur Vermeaux. Mais pas du tout. On arrive à moins de 5 millions qui sont déjà subventionnés à 50%. Si vous veniez... Lorsqu'on vous présente les choses, pardon, c'est une question de travail et de présence. Si vous veniez, quand vous êtes invité à les présenter à l'ensemble de la communauté, ça rendrait service également. Si vous veniez... Vous avez probablement un problème d'agenda respectif, manifestement. Manifestement, c'est difficile, mais c'est dommage, parce que quand on est élu, il faut savoir être présent pour pouvoir parler des dossiers et ne pas être dans le fantasme. Madame Lebrun. Voilà, donc c'est 5 millions pour vous répondre. Juste sur cette question, les seules études qui ont été diffusées, qui sont connues par les élus, elles sont à 8. Les financements acquis, pour l'instant, c'est 500 000 euros de l'État. C'est 2 100 000 prévus d'investissement dans le budget de la ville. Donc, on est loin du compte. Il n'est pas financé. Et ces 2 millions, je pense qu'ils doivent prioritairement être alloués à d'autres projets. L'habitat, les liaisons douces, la navette électrique, à quelques millions, on en a beaucoup plus. Nous avons aussi les navettes électriques, et vous voyez là le devis est sur mon bureau. Et le funiculaire, et les navettes électriques, et après vous m'accusez d'inventer de l'argent magique. Et vous savez quoi ? On n'est pas en déficit. Et vous savez quoi ? On a investi 11 millions pour 2020. Vous savez quoi ? On a investi 8 millions d'euros par an depuis le début de nos mandats, alors même qu'après avoir mis la ville en faillite, vous avez péniblement investi 1 million pour l'année 2004. Donc bon, moi je veux bien, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous avez en moyenne, et ça ce sont les chiffres de votre dernier budget, investi 4,2 millions par an sur la période 2016-2019. Ça n'intéresse personne qu'on se batte sur des chiffres, mais c'est faux. Je pense effectivement que ce n'est pas très concret. C'est pas concret. Regardez, je vais vous montrer quelque chose de concret. Vous avez effectivement retardé les investissements, faute de projet pour la ville. Regardez ça, c'est très facile et c'est très simple à lire. Ça, c'est la dette par habitant et ça, c'est la dette de Morlaix. Alors, la dette est en quelle couleur ? D'accord ? L'encours de la dette. En bleu. Vous voyez ? On revit 2014, on vit 2008, on vit 2014. Mais oui, parce que vous ne changez pas, parce que vous ne reconnaissez pas la réalité. Mais si, j'ai changé, j'ai un peu bossé depuis le temps et je vais vous parler même de 2008. Donc vous confirmez que la dette a largement diminué. Et donc nous sommes en capacité. Et l'état de la ville également. Mais non. Et le déclassement de la ville également. Et regardez la dette par habitant. Et la perte d'habitants également. En bleu, ici. Vous imaginez. Alors, puisqu'on parle de l'habitat, on peut revenir sur l'habitat juste un mot, parce que on va plutôt poursuivre et vous aurez peut-être l'occasion d'y placer un mot avec un dernier point qui nous conduit à la question qu'a souhaité vous poser Marie Joussaume de la rédaction de Ouest France à Morlaix. Ouest France, notre partenaire dans ces débats du second tour. On l'écoute tout de suite. On sait que vous avez chacun votre projet. Funiculaire entre la gare et le centre-ville pour vous, Agnès Lebrun. Navette électrique ralliant les quartiers au cœur de ville pour vous, Jean-Paul Vermeaux. Quel est votre positionnement concernant les mobilités douces ? Faut-il sacraliser le centre-ville en le rendant piéton ?
Pourrait-on par exemple envisager la réouverture de la rivière jusqu'au viaduc avec des cheminements piétons et cyclistes ? Alors voilà pour la question. Excellente question. Un centre-ville piéton et surtout la réouverture de la rivière. Jean-Paul Vermaux. Non, il faut faire attention. Il faut trouver le juste équilibre, puisque le centre-ville, c'est un lieu d'habitation, c'est un lieu de commerce, et il faut que chacun y trouve sa place. Il y a eu des expériences, nous sommes allés les voir, où interdire la voiture a eu un effet immédiatement néfaste sur le commerce. Ça veut dire que les gens prennent leur voiture et vont en périphérie. Par contre, nous devons progresser absolument sur les mobilités douces, d'où nos navettes électriques, d'où le schéma vélo que l'on défend depuis longtemps. D'où la possibilité d'améliorer les espaces piétons, voire même de piétoniser un certain nombre d'espaces. Si on veut réouvrir la rivière, c'est une question également de gestion des parkings. Nous défendons de concentrer des parkings, d'augmenter la capacité des parkings dans l'immédiate proximité avec ces navettes. Nous avons construit un plan qui se tient sur tous les sujets. Parking, habitat, navettes, pour effectivement avoir une qualité écologique de la ville et notamment du centre qui s'y retrouve. Et surtout une ville qui soit ouverte à tous et notamment dans une première périphérie à tous les quartiers. Agnès Lebrun, réouvrir la rivière, oui, alors, piétoniser. C'est nous qui avions lancé l'idée, mais elle est vieille en fait, parce que tout le monde a la nostalgie de cette rivière. Sur les cheminements doux, Marie Jousseau m'a raison. Les cheminements doux sont absolument essentiels et c'est peut-être aussi ça un des effets post-crise d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réappropriation de l'espace, une vision de proximité qui est un peu différente. Nous avons abouti, enfin le dossier est terminé, sur le schéma de référencement de mobilité, précisément, le schéma de référencement urbain sur le volet mobilité. Ce qu'il en ressort, c'est quoi ? Ce n'est pas le funiculaire contre les navettes, par contre là, elle se trompe. Nous mettons l'ascenseur oblique d'un côté, pour la gare qui va devenir un nouveau quartier, et puis de l'autre côté des quartiers, nous mettons en place des navettes, en effet, qu'il est nécessaire de mettre pour relier les quartiers de l'autre côté au centre-ville. Et ensuite, il faut être méthodique. Nous avons commencé par les entrées de ville, la rue de Brest, la rue de Paris, la rue Villeneuve, la voie d'accès au port. Donc ça, ce sont les entrées de ville. Maintenant, nous nous attaquons à toute la partie qui va du musée, qui est en travaux, jusqu'à la manufacture, qui est aussi en travaux. Et ces deux points, on peut même aller plus loin, on peut aller jusqu'aux Pouillettes, ces deux points doivent être reliés par un cheminement qui doit impérativement faciliter et peut-être même favoriser les mobilités alternatives, c'est-à-dire à la fois vélo et à la fois piéton. Et qu'est-ce qu'on fait de ces parkings-là, justement, alors, sur la rivière ? Ils ont vécu, on les voit, ce sont des parkings des années 70, enfin, ils sont complètement obsolètes, mais nous avons ce point commun, pour connaître aussi des villes de taille identique, qu'il ne faut pas vider la ville de ses voitures, et donc c'est résoudre le paradoxe de mettre plus de piétons et tout en gardant les voitures. Eh bien, moi, j'ai toujours milité, toujours, pour dire qu'il faut des cohabitations apaisées. Il faut apprendre aux gens, finalement, par les parcours, à vivre ensemble et à se respecter. Ça fait aussi partie, d'une certaine façon, de la solidarité ou de la politique sociale. C'est la cohabitation apaisée. Vous partagez cette idée ? Oui. Si on est piéton... Je me demande juste pourquoi on n'a pas avancé sur le sujet depuis quelques années. Mais Monsieur Vermaux... mon collègue Jean-Pierre Cloarec de l'opposition alors, je vais à vous plusieurs dire, reprises monsieur, eh bien, vous ne semblez pas... Demandez à ce que le sujet soit pris en compte. Vous ne semblez pas au courant. Ah si, je suis au courant des relations avec la PAV. Monsieur Cloarec est un élu municipal. Oui. Qui est dans le groupe de M. Vermaux, qui ne l'a pas toujours été, mais si on suit l'histoire quand même, enfin on finit par comprendre. Et donc là, il était pour ce mandat dans l'opposition, tout en ne votant pas toujours d'ailleurs comme M. Vermaux. Bref. Mais M. Cloarec, en effet, est un élu très assidu aux commissions, très travailleur, qui bosse ses dossiers et qui nous a sollicités parce qu'il a une vraie expertise. Et notamment sur la rue de Brest, où nous avons installé ce qu'on appelle un chaussy-doux, comme à Concarneau, comme dans d'autres villes. Chaussy-doux, c'est une voie routière sur laquelle se trouve une bande passante pour les cycles, et la priorité est au cycle, c'est-à-dire que ce n'est pas un couloir de nage, il y a une vraie cohabitation. Il a travaillé avec nous. Je crois que cette rue a eu un prix par la PAV du rayon rouillé, quelque chose comme ça. Parce que c'est une association dont certains sont aussi des membres militants, donc c'est pas grave. Je vous laisse conclure sur ce point. Oui, sur ce point, cohabitation, mais cohabitation à l'avantage nécessairement des cheminements doux, c'est-à-dire prioritairement des piétons, des vélos. Et effectivement, il faut le dire, depuis 12 ans, on a peu avancé. Il y a eu quelques initiatives sur le vélo,
sur la qualité de la À chaque piétonisation fois, on a fait du une piste centre-ville. cyclable. À chaque fois qu'on a pu, on a fait une Pas piste sur le cyclable. centre-ville. Voie d'accès au port, Les dernières rue de tentatives, Brest. de Et là, bande en ce jaune moment même, sur le quai il du y a des Léon, pistes si vous voulez cyclables. parler de ça. Bon, On laisse Monsieur Vermeau finir, parce que vous avez beaucoup Il faut d'avance. construire un vrai schéma, une vraie politique, pour que tout le monde y trouve sa place, mais nécessairement rééquilibré pour les piétons Nous et les sommes vélos. d'accord. Bon, Nous sommes alors voilà, d'accord. on conclut sur ce point où vous êtes d'accord. Avec notre dernière partie, élire un maire, c'est aussi, donc on a dit être d'accord avec un programme, mais également élire une personnalité. Nous allons donc essayer de mieux vous connaître et nous allons feuilleter ensemble un album photo. Nous vous avons demandé d'apporter 2 photos. La dernière fois, c'était un objet. Voilà, cette fois-ci, 2 photos. On va commencer par un personnage fictif ou réel qui vous inspire. Jean-Paul Vermeau, vous avez choisi Albert Camus. Oui. Alors dites-nous, pourquoi ? Un exemple de la vie philosophique, où le discours correspondait aux actes. Et c'est vrai que c'est une figure que j'aime bien et que j'aime bien relire très régulièrement pour cette qualité de l'homme, qui a beaucoup produit, d'excellente qualité, sur des sujets quelquefois extrêmement ardus, mais qui a toujours cherché à mettre sa vie, ses actes, sa vision politique qu'il a portée également dans la ligne de ce qu'il écrivait et pensait. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que futur maire, par exemple ? Une leçon, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc c'est le... Ouais. Oui, c'est cette qualité de la vie philosophique. Vous savez, on parle toujours et on y est tous confrontés. La parole des élus est souvent remise en question. Donc je crois que nécessairement, on a un combat à mener pour peut-être les décennies qui viennent, d'avoir une parole qui engage profondément dans les projets, mais la personne elle-même. Agnès Lebrun, vous allez nous présenter votre personnalité un peu rapidement parce que vous avez un peu d'avance en temps de parole. Voilà. C'est Christine Clément. Vous l'avez connue. Voilà. Oui. J'aurais pu choisir Camus parce qu'en effet, la parole tenue, c'est important. Mais j'ai choisi Christine Clément parce que le mandat d'un maire, c'est aussi un engagement sur un territoire et un attachement à un territoire. Christine Clément était une lycéenne. Nous étions dans le même lycée. J'étais à peu près sûre d'être un peu émue en parlant d'elle, mais voilà, c'est comme ça. On était dans le même lycée, on n'était pas dans les mêmes classes. Et c'est la première pilote femme de l'aéronavale. Donc c'est une personnalité exemplaire qui a marqué tous ceux qui l'ont côtoyée, quel que soit son âge. Elle est décédée à 38 ans d'une maladie terrible. Il y a une dizaine d'années. Voilà, exactement. Et nous avons inauguré, quelque temps après mon élection, une rue, Christine Clément, pour à la fois honorer sa mémoire, l'exemplarité de son parcours, et pour montrer aussi que à Morlaix, qui est une ville peut-être un peu coincée entre les très très grandes villes qu'il y a autour, eh bien, il y a des destins, il y a des gens qui ont pu faire quelque chose de leur vie remarquable. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, évidemment, c'est l'identité aéronautique de la ville de Morlaix. Dont on a parlé tout à l'heure avec Hop. On va poursuivre avec le deuxième cliché. On vous a demandé un coin de votre ville soit qui vous était cher, soit sur lesquels vous aviez des projets particuliers. On poursuit avec vous, Monsieur Vermeau. Vous avez donné vous n'avez pas d'image ? La photo de la Manus, Ah oui, oui. elle est là. J'attendais l'image, justement. La manufacture de tabac. Après le drame social et économique qui a été la fermeture, on a un quartier qui se renouvelle complètement avec des projets enthousiasmants comme le SIU, comme l'espace des sciences. Et on parlait du lien avec Morlaix Communauté, avec le financement de Morlaix Communauté et derrière de toutes les communes qui la constituent, qui ont conscience qu'effectivement, on a besoin d'un Morlaix fort et d'un Morlaix qui revive pleinement. Et notamment dans ce quartier emblématique de la Manu. On parlait de réinvestir le port, du centre-ville jusqu'au port. On a là un outil pour réussir ce pari, se rouvrir sur notre rivière, sur notre baie, avec un objet culturel qui sera fantastique. Lié à la mémoire ouvrière aussi également, très de clairement. Morlaix. Agnès Lebrun, pareil, très rapidement, parce que vous aviez un peu d'avance. On va voir tout de suite votre image. Vous nous avez confié une vue aérienne de Morlaix. Oui. Vous avez 30 secondes pour nous en parler. Alors, une vue aérienne, parce que vue du ciel, on a toujours un peu de hauteur, forcément, et il faut prendre de la hauteur pour approcher et appréhender les projets dans leur globalité. On voit la particularité de Morlaix. Elle est pas si minérale que ça. Il y a beaucoup de verre, mais c'est vraiment l'eau, la pierre et
et le vert, et tout ça ensemble avec ce viaduc, c'est ce qui fait le côté atypique de Morlaix, c'est ce qui fait qu'il faut s'occuper de tout le monde. Et quand on voit tout à fait à gauche et tout à fait au centre, dans la cuvette, on se dit que s'occuper de tout le monde, avoir des projets vraiment dans la synergie et dans la synthèse, c'est ça l'enjeu. Voilà, c'est l'enjeu pour tous les deux. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à ce débat. Bonne fin de campagne. Ce débat est bien sûr à revoir sur notre site internet. Merci à Ouest France également pour son partenariat et sa participation. Prochain rendez-vous demain, 18h. Robin Durand recevra les candidats de Lorient. Je vous retrouve lundi pour examiner les enjeux de Quimper. Dans un instant, votre 19-20 présenté par Éric Pinault. Très belle soirée à tous. Merci de votre présence.